Salut Cocotte, comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. Aujourd'hui, on va faire une petite présentation pour commencer, vu que c'est notre premier podcast. Yes. Dis-moi, ton parcours, c'est quoi? Super. Comment t'es arrivé là? Moi, je suis coach sportif. Ça va faire bientôt 1 an. On était dans la même formation à l'IPMS sur Metz. On a fait un BPGEPS AF. Et à côté, j'ai passé aussi un autre diplôme pour être coach en nutrition afin d'accompagner mes coachés sur tous les plans possibles. Donc, alimentation et entraînement. Et toi, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours aussi? Ouais, carrément. Bah de base, j'étais plus en bac pro cuisine, donc rien à voir avec le sport. Ok, Et après, j'ai totalement dévié vers ma passion, donc le sport et l'optimisation de la santé. J'ai d'accord. fait la première année de STAPS, plus un BPJEPS, donc on s'est connus là-haut. Ouais. Et maintenant, je suis auto-entrepreneur dans le coaching en ligne, donc ça se passe Ouais, plutôt bien, c'est vraiment cool. c'est incroyable. Ok. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la prise de muscle, mais axée sur la nutrition. Donc, Ok. comment prendre du muscle en focus sur l'alimentation dans notre quotidien. Ok. Est-ce que tu as envie de nous dire le sommaire? Bien sûr, alors on va avoir 4 questions. La première, c'est pourquoi un léger surplus calorique est-il essentiel pour une prise de muscle? La deuxième, c'est comment choisir des aliments vraiment denses nutritionnellement? La troisième, c'est combien de protéines pour optimiser la prise de muscle? Et la dernière, c'est comment optimiser sa nutrition autour de l'entraînement. Donc les 4 points essentiels pour réussir soit une transformation physique, pour passer d'un physique skinny à un physique plus développé et plus évolué. Je vais te laisser ouvrir la discussion. Pour toi, pourquoi un léger surplus calorique est-il essentiel? Pour moi, le léger surplus calorique, c'est vraiment la base pour déjà ne pas prendre de gras. Parce que ce que vous voulez, c'est prendre du muscle et c'est tout. On ne veut pas devenir gras, on ne veut pas devenir un nuage. Donc un léger surplus, vous prenez votre métabolisme de base, vous ajoutez peut-être 200 calories et ça va vous permettre de prendre du poids, mais vraiment pas trop rapidement et d'optimiser vos performances à la salle de sport. D'accord? Donc de continuer à progresser et d'être en surcharge progressive constante. C'est ça. Donc t'en penses quoi toi des légers surplus caloriques? Pour toi, un léger surplus calorique, c'est pour tes coachés. Tu rajoutes tu mets combien de pourcents de surplus calorique à leur métabolisme de base, enfin à leur total d'énergie sur la journée qui était calculée? Généralement, je prends 5%. 5%. 5%. Après, selon les résultats, donc moi, comment je fonctionne, on va se peser tous les matins et on va faire une moyenne au bout de 5 jours généralement et on va voir le poids qu'il a pris. S'il a pris trop de poids, admettons en 5 jours, on a pris 400 grammes, Ouais. ça fait déjà pas, en moyenne bien sûr, ça fait déjà pas mal. Donc pourquoi pas réduire un peu le surplus et voir aussi comment les performances bougent à la salle de sport, si on progresse, tout ça, tout ça. Ouais, c'est intéressant. Je dirais aussi le contexte du coaché, la personne qu'on a en face. Est-ce que c'est un débutant, un confirmé, un expert, son objectif? Parce que je prends l'exemple d'un coaché que j'ai qui veut faire une prise de masse, mais ça fait plusieurs années qu'il ne fait pas de sport, qui a une alimentation, on va dire, déréglée. Et là, c'est surtout par rapport, avant le surplus calorique, je dirais aussi de mettre en place la base, parce que c'est quelqu'un qui ne mange pas assez, qui est skinny, et qui est en très grand déficit calorique. Donc déjà, réussir à le réhabituer avec une alimentation saine et remonter ses calories au fur et à mesure pour aussi pouvoir le mettre dans un état de surplus calorique. On ne peut pas en fait directement le mettre. Donc je dirais le contexte. Pour un débutant, généralement, ça va être ce cas-là. Et après, pour un confirmé expert, je dirais aussi la densité de masse musculaire qu'il a, parce qu'on ne peut pas prendre du muscle à l'infini. Et comme tu as dit, c'est vraiment pour éviter une prise de masse trop rapide avec une trop grosse densité calorique va amener à une prise de gras. Ce qu'on voit sur beaucoup de profils qui pensent réussir leur prise de masse, mais il y a trop de calories, donc c'est plus dur à que tu prends. Ouais, on le voit beaucoup sur les réseaux, les bulks, vraiment les prises de masse hardcore où ils vont manger 5000 calories, 6000 calories, même plus, et que du transformé au final. Ça va Exact. boire des litres et des litres de lait, ça va manger des donuts, ça va manger des trucs comme ça. C'est infâme pour la santé et au final, ils vont prendre un peu de muscle mais beaucoup de gras, ils vont faire une sèche et au final, ils ont juste perdu du temps. Mais pour revenir sur le débutant, là, tu me donnais l'exemple. C'est vrai que, admettons, une personne qui est très très maigre et qui a du mal à prendre du poids, si on va lui dire du lendemain, mange 2000 calories en plus, ça va être extrêmement compliqué. Il va se forcer à manger. Au niveau motivation,
mentale, tout ça, ça va clairement pas le faire. Donc, Il y a trop de frustration. Même, je prends le profil féminin. Ces personnes-là, elles ont trop d'a priori par rapport au gras. Pour eux, manger du gras, c'est prendre du poids. Pour eux, ne pas manger du tout, c'est perdre du poids, alors que ça fait tout le contraire. Ça crée trop de stress, trop de cortisol et tu prends du poids au contraire. Et c'est vraiment, en fait, moi, ces coachs-là, j'essaie vraiment de leur inculquer, de les éduquer sur l'alimentation. Et en même temps, d'essayer de monter leur métabolisme pour arriver à un plein potentiel. Parce qu'il y en a, ils sentent en forme, mais en soi, ils sont un peu bridés parce qu'ils sont en dessous de ce qu'ils mangent. Plus peut-être des carences où il manque de micronutriments. Et ça ne permet pas, comme je disais, de toucher son plein potentiel. Donc vraiment, il y a toujours un contexte à prendre en compte. Donc c'est le métier qu'on fait, c'est de la personnalisation. Ok. Moi, j'ai une question parce que toi, tu avais un physique quand même. Tu pars d'une base, tu étais assez skinny, tu as réussi ta transformation. Si tu peux un peu nous en parler. C'est vrai que de base, j'étais extrêmement maigre quand j'étais au lycée. J'ai découvert la musculation quand j'étais au lycée. Et à l'époque où j'étais en STAPS, j'ai fait cette erreur de faire une bulk absolument ignoble à manger 500 grammes de pâtes par jour avec pas mal de fromage, pas mal de trucs comme ça. Mais ma digestion, elle était infâme. J'étais tout le temps ballonné, ouais, un peu de fatigue aussi. Et j'avais pris du coup pas mal de poids. J'étais passé de 64 kilos à 79 kilos. Donc c'est sûr, j'ai pris du poids. Mais quand je me regardais dans la glace... C'était pas propre. J'avais le poids sur la balance, 80 kilos, mais flotteux, nuage, c'était vraiment pas agréable à voir. Donc, ok. En fait, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est se concentrer sur le poids sur la balance. De se peser tous les jours et de se dire faut que ça augmente le plus rapidement possible. C'est juste de la flotte et du gras qu'on va prendre. Alors que si on se concentre plutôt sur la prise de muscle, c'est là qu'on va faire une vraie belle transformation physique. C'est ça. Après, c'est vrai que quand tu es débutant, quand tu es un peu dans un physique qui te plaît pas, quand tu as un physique qui te plaît pas, même si tu prends du poids et que c'est du gras, forcément le coacher, la personne elle va être contente parce que peut-être que jusqu'à maintenant elle n'arrivait pas à en prendre, même si c'est pas parfait, si c'est du gras, mais il y a toujours en fait parce que nous, vu qu'on est des coachs, on aime aller chercher la perfection. Mais quelqu'un qui prend du poids, ça peut être quand même positif. Et c'est peut-être des débutants. Et au fur et à mesure du temps, se dire ok, en fait, j'aurais dû peut-être optimiser ma prise de masse comme ça. Mais je suis d'accord avec toi. Carrément. Et surtout, pour une personne, en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'une personne très maigre va vouloir changer très rapidement. Mais l'avantage que vous avez quand vous êtes skinny, c'est que vous n'avez pas de cellules graisseuses. En gros, une fois que vous allez prendre du poids, les cellules graisseuses, elles vont se créer et après, elles vont jamais disparaître. On va juste les assécher, donc en faisant des sèches, en faisant des pertes de poids. Mais les cellules, elles seront tout le temps là. Et à partir du moment où un jour, quand vous aurez plus de poids, quand vous aurez un métabolisme différent et que vous mangez plus, le jour où vous allez vous relâcher au niveau de l'entraînement, au niveau de la nutrition, vous allez avoir des facilités à prendre du gras. Donc, c'est vraiment notre avantage en tant que skinny, ne jamais avoir pris de gras et donc en prendre avec difficulté. Ok, après en désavantage, une personne skinny, le principal problème que je pense que tu as et que j'ai, c'est qu'elle te dit j'ai un métabolisme trop rapide, j'arrive pas à prendre du poids. Qu'est-ce que tu en penses, toi, des personnes qui disent j'ai un métabolisme rapide, je brûle trop Si actuellement ils sont skinny, c'est que ils se dépensent plus qu'ils consomment. Donc oui, dans leur tête, ils pensent avoir un métabolisme vraiment rapide, mais en réalité, c'est juste qu'ils ne mangent pas assez comparé à ce qu'ils dépensent dans leur journée. Donc c'est là que vraiment calculer ses calories, compter chaque macronutriment, chaque calorie au quotidien devient vraiment intéressant. Et aussi prioriser les aliments qu'on mange. Donc c'est là notre deuxième question en plus. Question. Ok. Moi, je vais venir sur un dernier point. Ce qu'on devait ajouter pour réaliser aussi une bonne prise de masse, on n'en a pas parlé, c'est aussi faire une activité physique, faire du sport à côté. Ah oui, bien sûr. Pour prendre du muscle, essentiel d'avoir un entraînement vraiment optimisé et très intense. Sinon, vous allez manger, mais sans plus, quoi, ça va... C'est idéal parce qu'une personne qui fait sa prise de masse se met en surplus calorique, même on va dire un peu plus qu'elle doit prendre, mais à côté, elle ne fait pas forcément d'activité physique.
elle va pas à la salle ou elle a une NEAT, donc des pas trop faibles. Dans ce cas-là, c'est pas forcément profitable pour elle. Ça risque pas de changer grand-chose. Bah, ça n'a pas vraiment d'intérêt, hein. Vous voulez prendre du muscle de toute façon. Vous n'avez pas envie de prendre du poids pour prendre du poids. Donc si vous faites pas d'entraînement, C'est ça. ça sert à rien d'acheter de la nourriture, de gaspiller un peu de l'argent, on va dire. C'est ça. T'as autre chose à dire par rapport à cette question? Non, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur la première question. Ok. Au niveau de la deuxième question, comment choisir des aliments vraiment denses nutritionnellement? Alors déjà, je vais rappeler ce que c'est un aliment dense nutritionnellement. C'est un aliment qui va être riche en macronutriments, tout ce qui est protéines, glucides, lipides. Donc les protéines qui va avoir tous les acides aminaux complets, les 23 acides aminaux complets. Donc par exemple, tu en as dans les œufs, dans la viande rouge, dans la viande blanche, même dans le tofu pour ceux qui sont véganes. Ensuite, on va avoir tout ce qui est micronutriments. Donc ça va être les familles de vitamines. Donc tu as les vitamines liposolubles, vitamines du groupe A qui s'absorbent au niveau des graisses. Et hydrosolubles, les vitamines du groupe B qui s'absorbent mieux dans l'eau, donc qui partent dans l'urine, etc., qui sont importantes à recharger tous les jours, que vous retrouvez dans une alimentation équilibrée au quotidien, macro, micro, et ensuite, je dirais aussi les aliments bruts non transformés, la viande, les œufs, le poisson, etc. Donc pour moi, c'est ça, des aliments denses nutritionnellement. Maintenant, la question, c'est comment tu choisirais ta emprise de masse? Comment tu choisirais tes aliments au quotidien? Bah, en fait, pour revenir sur le nutritionnellement dense, là, tu as donné pas mal de détails. Comment savoir si un aliment est vraiment dense? On va prendre des exemples très simples. Vous prenez une pomme. Ok, une pomme, ça a quand même un gros volume alimentaire et ça a très peu de calories. A contrario, si vous prenez un œuf ou un morceau de viande, le volume va être assez petit, ça va être facile à manger, mais par contre, ça va pas prendre de place dans votre estomac, mais par contre, ça va être très dense nutritionnellement parce que c'est extrêmement riche en protéines et en gras. C'est ça. Donc, plus les aliments vont être riches en lipides, des lipides de matière animale, généralement c'est préférable, et en protéines, plus l'aliment va être riche en calories, parce que 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. C'est ça. Alors que 1 gramme de glucides, 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. Donc juste prioriser des aliments riches en lipides naturellement, des produits bruts comme tu as dit, donc des produits animaux. Moi, si demain il y a une personne maigre qui vient me voir, je vais composer sa diète principalement de produits animaux de haute qualité bien sûr, pour optimiser tout ça et pour au niveau satiété, pas que ça soit trop compliqué dans son quotidien. De toute manière, essayer de ramener le coaché vers des produits de la nature. Exactement. Des produits qui ont toujours existé. Je répète, mais éviter au maximum les produits transformés. Donc un produit transformé, c'est généralement, tu prends un packaging d'aliments, tu le retournes et tu vois une liste d'ingrédients plus longue que ton bras. Ouais. Vraiment, ça, c'est à éviter au maximum. Déjà, pour ta santé hormonale, pour ta santé physique. Et deux, quand tu fais du sport, c'est toujours mieux de consommer des vrais aliments denses, nutritionnellement riches, qui vont pouvoir t'aider à avoir une bonne énergie, avoir une bonne récupération au quotidien. Ok. Sur la même question, tu dirais, moi je retourne un peu la question, parce que le souci c'est quand tu es en prise de masse et par exemple, imaginons toi tu dois tourner à 3000 calories, comment tu ferais pour répartir ces calories-là sur la journée, même si tu as du mal à manger? Au niveau du timing des repas, c'est ça? Pas au niveau du timing des repas, mais par exemple, est-ce que tu prendrais peut-être des shakers parce que tu aurais du mal à avaler toute la nourriture que tu dois prendre, etc. Pour moi, les shakers, c'est pas forcément une solution parce que, en fait, au niveau de la mastication, c'est vraiment important. Tout ce qui est salive, ça commence la digestion, ça commence l'absorption des nutriments, etc., etc. Et quand vous buvez un shaker de 1000 calories, c'est 1000 calories qui arrivent dans votre organisme direct sans même avoir eu l'information de la mastication et qu'on va commencer une digestion. Mais pour quelqu'un qui a du mal à manger, moi ce que je ferais, ce que je trouverais intéressant de faire, c'est d'augmenter un petit peu les pas, donc ça dépense journalière,
ce qui va créer du coup un appétit Ouais. augmenter l'appétit. Mm. Et dans ce qu'on va manger, avoir des aliments faibles en volume, mais très riches en calories. Mm. Juste quelques exemples, entrecôte, œufs, avocat. Voilà, ça c'est vraiment 3 aliments extrêmement riches en calories et qui prennent pas du tout de place dans votre estomac. Comme on disait, des produits bruts de la nature. Mm. Aussi, t'en penses quoi des shakers de flocons d'avoine shakers de flocons d'avoine, je vois, tu rigoles déjà, avec du beurre de cacahuète, etc. Parce que quand tu vas sur TikTok ou tu regardes ce qu'ils prennent en prise de masse, c'est souvent ça en premier repas. Flocons d'avoine, beurre de cacahuète, comme on disait, des aliments vraiment caloriquement qui sont denses. C'est infâme, je trouve. C'est infâme. C'est Ouais. infâme. Parce que, au niveau. En fait, là, les 2 aliments que tu m'as cités, on parlait des aliments transformés avant. C'est des aliments transformés. Mm. Dans la nature, ça n'existe pas. Et en fait, même si sur l'ingrédient, l'étiquette derrière, il y a marqué 100% cacahuète, par exemple, pour le beurre de cacahuète, il y a quand même eu un processus de transformation plutôt élevé. Donc, juste de broyer en usine, il y a différents process. Ça devient un aliment transformé et du coup, on perd Ok. des nutriments, on perd pas mal de Ouais. choses, quoi. Ouais, je vois ta façon de voir. Après, je pense que tu peux pas forcément dire non au coaché qui dit peut-être qu'il veut en prendre. Tu expliques et tu peux trouver peut-être d'autres alternatives. Je sais que le beurre de cacahuète, j'en ai chez moi, mais c'est du fait maison. Ah, ça c'est bien. J'achète des cacahuètes non salées au magasin. Non salées, c'est mieux. Je les mets dans le mixeur, je les mixe et je peux même rajouter 1 à 2 cuillères de miel pour avoir un peu le côté sucré. Et le matin, par exemple, une idée de collation, ça va être du pain complet, pain au levain, ce que vous voulez, parce que c'est plus digeste, avec du beurre de cacahuète, un peu de miel, et on est déjà pas mal en calories. Et je sais qu'à un moment, les gainers, etc., même toujours, c'est un peu à la mode. Mm. Moi, je dis que si ça vous aide à prendre du poids, tant mieux. Mais après, il faut voir derrière s'il n'y a pas des conséquences sur votre microbiote, sur votre santé intestinale, etc. Mais tant que ça vous aide à progresser, moi, je suis pour. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. En soi, fait maison, tu vois, je suis plutôt d'accord là Mm. quand tu me dis beurre de cacahuète fait maison. Mais après, avec les flocons d'avoine aussi, ce que j'aime pas, parce que c'est vraiment un aliment à la mode, mais il y a pas mal d'antinutriments dedans. Mm. Donc, normalement, faut avoir un process. Par exemple, faut les tremper pendant Ouais. 8 heures dans l'eau Trempage. pour enlever les antinutriments qui sont présents dedans. Ok. Et ça, personne ne le fait. Mm. Et- C'est long. Et ils en mangent beaucoup. Ouais, c'est long. C'est long, une nuit, hein. c'est chiant à faire. Mais c'est vrai qu'en fait, nos ancêtres, quand ils consommaient des céréales, il y avait toujours le trempage. Comment ça s'appelle l'autre partie où tu fais un peu Fermentation. la fermentation. Et comme tu as dit, ça permet d'enlever la plupart des antinutriments, pas complètement, mais ça enlève la plupart et ça les rend plus digestes. Carrément. Et de nos jours, s'il y a autant de soucis digestifs, de problèmes de santé, c'est en partie dû à l'alimentation. Je pense qu'alimentation, ça fait quasiment 80% du travail. Après, je dis pas il y a des grosses maladies ou même tu peux avoir une alimentation vraiment correcte et avoir des problèmes de peau, etc. C'est pas tout le temps lié, mais la plupart du temps, quand tu changes certains aliments ou certaines habitudes dans ta vie d'hygiène, tu vois la différence. Moi, je suis d'accord, c'est totalement Ouais. lié, hein. Et quand tu parles de grosses maladies, les maladies, elles sont liées aussi à l'alimentation. C'est aberrant. ça. Mais parce que en plus, par exemple, vous prenez des flocons d'avoine d'il y a 200 ans et des flocons d'avoine de maintenant, bon, c'était pas exactement la même chose. Mais juste le blé, il est totalement différent. Il a été modifié pendant des années et des années. Et là, au niveau, le taux de gluten, les antinutriments, même les micronutriments qu'il y a dedans, ça a rien à Ouais. voir et c'est beaucoup moins bien aujourd'hui. Moi, j'ai vu qu'au niveau du blé, ils ont fait la génétique. Tu me corriges si je me trompe, mais avant, le blé, il avait 13 chromosomes. Et au jour d'aujourd'hui, il en a plus d'une trentaine. Ouais, ça augmente de plus en plus et donc c'est de plus en plus difficile à C'est ça. digérer, à assimiler. Et ça crée de l'inflammation, Mm. toutes ces aliments qui sont transformés. C'est pour ça, même quand on parle de glucides, les gens ils pensent à riz, pâtes, flocons d'avoine, mais il y a des glucides naturels. Et pas que des glucides rapides, hein, parce qu'on passe glucides naturels, miel, banane, pommes, des fruits, des trucs vraiment rapides, mais vous pouvez prendre du manioc, des Ouais. bananes plantains, des pommes de terre, tout ça c'est des glucides naturels, c'est des produits bruts, mais pourtant Ok. c'est magnifique. Pour leur expliquer, la différence entre un glucide rapide, ça va être tout ce qui est fruits, bananes, miel. Et quand vous l'ingérez, en gros, vous avez votre taux de votre insuline
elle va monter beaucoup plus vite. Il y a de l'énergie qui va directement distribuer au niveau des muscles et le reste qui va être stocké dans le foie en glycogène. Et si vous prenez des patates douces, des bananes plantains, un peu plus mûres, vu qu'il y a des fibres, plus des minéraux aussi, c'est intéressant, l'insuline, elle va être distribuée plus lentement. Donc, vous allez pouvoir avoir une énergie durable sur la journée. Et j'ai beaucoup de coachés le matin qui avaient un déjeuner totalement déséquilibré, qui consommaient des tartines de Nutella, trop de miel, pas assez de protéines, pas assez de gras. Alors que le gras déjà, quand vous en consommez, euh, il va avoir une vidange gastrique. Donc, en fait, vous allez prendre beaucoup plus de temps pour le digérer. Donc, ça va avoir un effet de satiété. Ça va jouer sur des hormones comme la GLP-1. C'est une hormone qui est synthétisée par votre cerveau. Et en gros, vous allez avoir beaucoup plus de satiété, comme la protéine. Si vous mangez trop de sucre, ça va faire l'effet inverse. Vous allez faire le yo-yo. Vous allez être rassasié 1 heure et à 10 heures, vous allez aller au distributeur ou retaper du sucre. Et ça, à la longue, prise de poids, diabète, etc. Carrément, le sucre appelle le sucre hein, dans la journée. C'est On mange du ça. sucre, quelques heures après, on a envie de remanger du sucre. Surtout si c'est pas accompagné de protéines, de lipides, comme tu as dit. C'est exactement ça. Bon, après, je me rappelle qu'à l'époque, c'était peut-être il y a 5-6 ans, j'avais fait une prise de masse. Et tout ce qu'on dit de pas faire, je l'avais fait. Hein. Donc, il faut expérimenter, il faut essayer, on n'est pas parfait. Avant d'être coach, même maintenant, je me renseigne toujours, je fais toujours des erreurs. Mais je sais que je faisais des repas de fou. Je mettais 300 grammes de riz, je mettais 4 steaks, après je mangeais un bol de flocons d'avoine. Moi, ça va, vu que je suis pas très grand, je suis petit en taille, donc je stocke très vite. Après, je faisais beaucoup de sport à côté, j'ai une grosse dépense, mais sans ça, je pense que j'aurais été vite grassouillé. Mais niveau digestion, etc., j'arrivais pas à dormir, j'étais ballonné, j'étais énorme. Donc si ça à refaire, je le referais pas. Je mettrais, comme on a dit, un léger surplus calorique, 200-300, en partant d'une bonne base sec pour construire un bon physique. Et toutes les bonnes choses prennent du temps. Faut être patient, faut avoir de la constance. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on est coach, pour éviter aux gens de refaire les mêmes erreurs qu'on a fait. Parce que moi aussi, comme toi, je faisais des 400 grammes de riz, 500 grammes de pâtes, je mangeais à la casserole. Oh, la casserole, elle était énorme, elle était à ras-bord. Et c'est pas sain de manger autant. Bon, après, si vous avez une dépense absolument énorme, oui, il va falloir manger beaucoup d'aliments. Mais dans notre cas, en tout cas, manger les 500 grammes de riz comme ça en un repas, plus pas mal de viande. Mais tu sais que ma mère, elle devenait fou parce que je prenais le saladier. Ah bah ouais. Je vidais presque un sachet de riz. Je mettais un sachet de riz, je mettais tout dedans. Elle me disait, mais t'es quoi, t'es un sanglier ou quoi? Comment tu manges? Là, il faut que je prenne du muscle, laisse-moi tranquille. Tu vois, à un moment, on a toute notre période où on est matrixé. On va 7 fois sur 7 à la salle, on mange en quantité, on achète un pot de fromage blanc en 2 jours, il y en a plus. Et c'est vrai qu'après, les gens qui sont autour de nous, ils comprennent pas trop ce qu'on fait. Ils sont pas dans notre mental, ils partagent pas le même truc. Mais comme je dis, si au final tu peux prendre du poids et que tu te sens mieux dans ton corps, c'est le principal. Ouais, c'est mieux. Okay. Mais, ah ouais, non. Alors, moi, je suis pas d'accord sur le fait de se forcer à manger, manger comme un malade. Bah, en fait, faut se sentir mieux dans son corps, c'est le principal. Mais il y a la manière des réseaux à la mode, je fais ça à l'arrache. Et il y a la bonne manière où il faut prendre un peu son mal en patience et prendre du muscle grâce à la prise de muscle, tout simplement, à la salle de sport et une alimentation normale. Bon, on a fait le tour sur cette question. Je pense qu'on a un peu tout dit. La troisième, c'est une question très controversée. Combien de grammes de protéines pour optimiser la prise de muscle? Les recommandations, c'est entre 1,8 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc, admettons, si on se met à 2 grammes, quelqu'un de 70 kilos, il devra manger 140 grammes de protéines dans sa journée. Sur ça, on va pas être trop compliqué. Si on a au-dessus de 140 grammes, ça va clairement pas être un problème, surtout si vous avez une pratique sportive vraiment élevée. Admettons, vous faites une séance de sport dans la semaine. Bon, si vous avez en dessous de 140, ça va pas être très grave. Mais si vous êtes à 4, 5, 6 séances dans la semaine, pas que de muscu, de sport en général, on peut vraiment monter au-dessus de 2 grammes largement. Mais ce qu'on entend souvent, ce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, c'est que avoir trop de protéines peut nuire aux reins.
Alors que non. pas du tout. Au contraire, il y a des études qui montrent que, surtout, après, il y a toujours un contexte. Un profil sédentaire n'aura pas besoin de tourner à 2 grammes de protéines. Mm. Il pourra tourner à 1 gramme, 1 gramme 2, ça sera très bien pour ce qu'il fait. Plus tu as une activité physique élevée, plus tu fais du sport et tu as d'objectifs prise de muscle, plus tu vas augmenter. Ok. Donc ça, c'est important à savoir. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'on parle de protéines, mais tu as différents profils de protéines. Tu as les protéines animales et végétales. Je l'ai dit au début, mais dans les protéines animales, donc tout ce qui est naturel, les œufs, la viande, donc viande rouge, viande blanche, sardines, poissons, tu vas avoir les acides aminés au complet. Ok. En tout, tu as, si je dis pas de conneries, c'est 23, c'est ça? Ouais, tu l'as Et dit, tu en as ça. combien d'essentiels que ton corps ne sécrète pas, que tu dois les chercher dans l'alimentation? C'est 9. Ouais, c'est 9. C'est 9, ok. Et ceux-là, que ça soit. C'est pour ça qu'en fait, on recommande les produits animaux parce qu'elles sont complètes là-dedans. Contrairement, moi, j'ai rien contre les véganes, mais par exemple, quand tu prends du riz, tu prends des lentilles, etc., il manque trop d'acides aminés. Plus, il manque énormément de minéraux essentiels comme la vitamine B12 qui permet l'oxygénation, la création de globules rouges. C'est pour ça qu'en fait, il y a certains profils, ils ont tendance à être fatigués, très pâles, manque de fer. Bah, hier, j'étais en appel avec une coachée. Dans son bilan, elle a mis qu'elle a une anémie chronique et elle m'a expliqué ses repas. Elle a 0 viande dans la journée. 0 viande, et donc je pense que ça en partie, ça vient de là. Voilà. Et les femmes en plus sont beaucoup plus touchées par l'anémie. Donc c'est d'autant plus important de consommer de la viande rouge et encore plus pourquoi pas du foie de bœuf, du cœur de bœuf, des aliments très riches en nutriments, en vitamines qui ne sont pas présents dans les végétaux comme tu l'as dit. Au niveau des végétaux, en fait, vous pouvez être vegan si vous avez des convictions, le bien-être animal, tout ça, mais ça va être compliqué, vraiment. C'est en fait déjà pour la plupart des gens quand ils veulent faire une transformation physique, on leur dit il va falloir compter vos calories. Là, ils font les grands yeux, ils nous disent non, vas-y, c'est chiant et tout. Ça prend 5 minutes en plus dans votre journée, C'est vrai. Hein. mais ils se disent c'est chiant. J'ai tout le temps ça, c'est... Donc maintenant, si vous êtes végétarien ou vegan, le fait que les lentilles, que certains végétaux n'ont pas les mêmes acides aminés, il va falloir faire des combinaisons pour avoir cette chaîne d'acides aminés au complet. C'est compliqué. Donc pas mal de combinaisons de végétaux. Sauf que déjà c'est compliqué, il faut se casser la tête pour faire le plan alimentaire, vraiment avoir les aliments, faire des repas complets au niveau des végétaux. Mais en plus de ça, la plupart des végétaux, ils ont pas mal d'antinutriments. Donc, admettons, vous êtes là, vous devez faire des méthodes de trempage, de fermentation pour enlever. Là, je parle un peu dans l'optimisation quand même, mais c'est pour vraiment vous expliquer la chose. Si on a envie d'optimiser sa nutrition en étant végétarien, c'est galère, c'est extrêmement galère. On peut le faire, mais votre quotidien il va être compliqué. Donc, si on fait tremper le riz, si les amandes, je sais pas, tous les végétaux, il y a une technique pour enlever les antinutriments. Et en plus, il faut tout combiner dans le même repas. Même niveau digestion, vu que c'est pas les mêmes fibres, c'est pas... C'est trop... C'est compliqué. C'est trop compliqué, c'est pour ça que ça me fait rigoler, parce qu'on en parle souvent. Et moi, j'ai du mal avec ça. Honnêtement, pour moi, tout le monde devrait manger de la viande, c'est nécessaire. Après, je comprends qu'il y a des convictions, c'est plus par rapport, en fait, quand on voit l'élevage de bovins, les aliments en général, comment ils sont traités, je comprends que t'en as, ils peuvent plus manger de la viande. C'est compréhensible, mais d'un point de vue santé, c'est pas, je pense pas que ça soit le mieux. Après, si la personne est végane, moi je respecte, si la personne est végane et se sent bien, tant mieux. Mais moi, dans mon accompagnement, c'est une personne est végane, ça va être un peu compliqué. On peut toujours adapter, mais en effet, c'est compliqué. Mais moi, je les comprends parce que quand on regarde les élevages industriels, les abattoirs, il y a pas mal de vidéos qui passent. C'est extrêmement choquant. C'est horrible. C'est vraiment... Tu vas là-dedans, tu sors traumatisé presque. C'est horrible. infâme. Donc c'est pour ça, quand vous achetez des produits animaux, achetez à des éleveurs qui font bien les choses.
Moi, par exemple, je parle souvent de Feroz Food. Feroz Food, c'est juste exceptionnel. C'est des gens qui sont passionnés, qui aiment vraiment leurs bêtes, qui les font vivre aussi longtemps, jusqu'à vraiment un vrai âge adulte, contrairement à des élevages intensifs où il y a des poulets qui ont à peine une vingtaine de jours et qui se marchent dessus, qui se mangent dans les enclos, c'est horrible. C'est un bordel. Mais par contre, pour revenir sur le point de vue santé, depuis que l'agriculture est arrivée dans notre humanité, on a vu notre ossature osseuse vraiment la densité osseuse s'affaisser. On a des mâchoires beaucoup moins carrées, on a juste des os beaucoup moins denses et ça nous impacte dans notre vie de tous les jours et on est beaucoup moins physique, quoi. Quand tu regardes aussi pourcentage de population qui est sédentaire et que ça, du coup, ça évolue de génération en génération et génération en génération, tu partages les génomes, tu partages l'ADN. Si par exemple, moi je fume, je vais partager ce gène-là, afin de donner les risques de ce que la fumette peut apporter à ma descendance. Ça, je n'étais pas forcément au courant, mais... En tout cas, c'est lié. Si tu es quelqu'un de sportif, ton enfant aura plus de chances d'avoir des gènes de sportif. Tu comprends la chose. Et en soi, c'est lié. Ok. Là, tant qu'on est sur les protéines, la whey. T'en penses quoi de la whey? Allez, question. Ça va faire des clips, ça. La whey, t'en penses quoi? La whey, infâme, hein. Ça sert à rien. Ouais. Vraiment, vous jetez l'argent par la fenêtre. Ok. Et un coaché qui te dit, j'arrive pas à avoir mon total de protéines. Est-ce que je peux prendre la whey? Comment ça, t'arrives pas à avoir ton total? Mange une entrecôte, bordel. Ok. Vraiment, en fait, il y a des protéines partout. Il y a juste, vous mangez des produits animaux à chaque repas. Vous mangez même du riz, il y a des protéines dans le riz. C'est vraiment 140 grammes. Admettons 70 kilos, 140 grammes, c'est absolument easy à avoir. Donc, il n'y a pas besoin de prendre la whey. Surtout la whey... Comment c'est créé la whey déjà? Ça vient c'est une protéine du lait. Ça vient du petit lait. Mais ça dépend de la qualité de votre whey. J'allais venir... Il y a des whey, donc un peu bas de gamme, qui viennent des déchets de fromage. Ouais. Donc en gros, tous les invendus au niveau fromage, ils le prennent, ils le font fondre et après ils filtrent et ils prennent les protéines qu'il y a dedans. Donc ça, c'est vraiment mauvaise qualité. Et après, il y a la whey qui vient directement du lait. Là, c'est déjà mieux. Et il y a de la whey aussi qui est fait par Raptor Nutrition, je crois. Mais après, il y a plein d'autres marques avec des vaches de pâturage nourries à l'herbe. Là, c'est vraiment le plus optimal. Mais je ne suis pas forcément pour. Après, tu as différents types de whey. Tu as la whey concentrée, tu as la whey isolate. Ouais. Après, tout dépend aussi parce que la whey, c'est du lait. Le lait, la population, c'est pas tout le monde qui la digère. Donc aussi faire attention. Parce que tu as toujours cette enzyme, la lactase, qui permet de prédigérer le lait. Et si tu l'as pas, dans si ton intestin se fait des ballonnements, tu peux avoir des diarrhées, des maux de ventre, etc. Donc c'est pas fou. Donc tout ça, en fait, ça à prendre en compte. C'est pour ça que le contexte et la personnalisation, c'est super important. Pour revenir sur ça, tu parlais de génome tout à l'heure. Moi, j'ai une approche qui est génomique. Donc, pour les personnes qui peuvent se le permettre, on fait un test génomique. Et ça nous dit des gènes clés qui nous permettent de savoir si on peut digérer les produits laitiers, si on a des facilités à digérer les produits amidonnés, donc tous les glucides au final complexes. Et ça, c'est vraiment intéressant pour optimiser sa nutrition. Et ça montre aussi que selon les données qu'on a actuellement, il y a plus de 50% des gens en France qui sont intolérants au lactose, intolérants aux produits laitiers. Personnellement, moi, quand j'ai fait mon test génomique, tous les produits laitiers, je ne peux pas les prendre. Même s'il y a marqué sans lactose dessus, donc ils ont enlevé le lactose, ça va me poser des problèmes parce qu'il y a la caséine A1 et A2 qui peut aussi être problématique. Et pour ceux qui se demandent comment ça se passe un test génomique? Un test génomique, donc c'est un test salivaire. Tout se passe par la poste via un laboratoire qui est situé en Belgique. Et après, ils vous envoient vos résultats soit par la poste, soit par Internet. Et ils analysent des gènes vraiment spécifiques qui ont été étudiés du coup par la science, qui nous permettent de savoir si on digère correctement certains aliments. Et ça nous permet aussi de savoir notre ApoE. Et ça, ça détermine votre profil lipidique. En gros, si vous êtes plus fait pour manger pas mal de graisse, donc des produits animaux, ou plus de végétaux,
Et pour revenir sur ça, j'ai un exemple, un cas concret. Ma tata, elle est végétarienne. Et du coup, elle a fait un test génomique aussi. Mais par contre, son test génomique, ça l'a clairement conforté dans le fait de manger des végétaux. Son organisme est clairement adapté pour digérer l'amidon et digérer pas mal de végétaux. Ok. Donc, il n'y a pas de bien ou mal dans la nutrition. C'est vraiment, il faut adapter à ses gènes, Ouais. Ok. à soi-même, quoi. Ok. Aussi, c'est beaucoup lié à nos ancêtres. Par exemple, les Européens, ils ont plus de facilité pour digérer ça. Les Asiatiques, plus certains aliments, etc. Je sais que les Européens, tout ce qui est lait, c'est un peu compliqué. Mm. Je sais pas si tu as des exemples, des cas à donner. Je sais qu'en tout ce qui est pays asiatique, plus. Ben, en vrai de vrai, je suis d'accord avec ça, mais c'est se prendre la tête pour rien quand on a un test qui analyse Oui. directement notre génome, parce que les gens qui vont nous écouter, ils habitent probablement en Europe. En Europe, on a beaucoup de croisements, c'est des ça. parents qui peuvent être italiens, qui peuvent être maghrébins, Mm. d'autres qui peuvent être français de souche. Il y a beaucoup de croisements au niveau des gènes, donc ça peut être vite compliqué d'adapter ça selon nos ancêtres, quoi. Mais surtout, je trouve que le principal problème, c'est que en fait, l'alimentation, elle a trop évolué d'un coup à ce qu'on consommait il y a des centaines ou des milliers d'années. Or, le corps, l'être humain, il s'est pas autant développé. Prends le cas du gluten. Quand tu vois que le gluten, il est passé de 13 à plus de 30 chromosomes, tu te demandes tous les problèmes qui sont liés. Et c'est toujours une question de... parce qu'on est beaucoup trop, il y a de la surconsommation, parce qu'il faut vendre aussi, il y a le profil économique, ils cherchent qu'à vendre. Pareil, tout ce qui est... On parle de produits transformés, c'est du marketing. Quand tu vois que maintenant, ils commencent à surfer sur la vague protéines, mais il Carrément. n'y a rien de protéiné, c'est du transformé. Tu regardes derrière la boîte, il y a écrit huile de tournesol, tu as des conservateurs, il n'y a rien de bon. Et des fois, je regarde des émissions et tu vois le profil, il dit ok, j'ai des barils à protéinés. Parce que malheureusement, la personne, elle n'est pas éduquée sur le sujet, elle ne sait pas que dans ces barils à protéinés, elle n'aura quasiment rien en acides aminés. Déjà, pour moi, tout ce qui est pâte blanche, pourtant je suis italien, j'en mangeais tous les jours, même plusieurs fois par jour, et je les ai quasiment complètement enlevés. J'en mange de temps en temps, parce que c'est des calories vides. Je suis C'est juste d'accord. des calories. En fait, tu prends un aliment, tu te demandes qu'est-ce qu'il m'apporte. Est-ce qu'il m'apporte des minéraux? Est-ce qu'il m'apporte des vitamines? Ou est-ce qu'il m'apporte juste des calories? Et là, tu sais si c'est quelque chose de bon ou pas pour ta santé. Totalement d'accord. Puis Ouais. après, le gluten, c'est grave pro-inflammatoire aussi. Ouais. Donc, c'est mieux d'éviter quand même. Surtout si vous avez des problèmes dans votre quotidien. De l'acné, des douleurs articulaires, de la fatigue, Ouais. des ballonnements, tout ce genre de choses. Ça vient pas de nulle part. Hein. Ça vous est pas tombé dessus parce que vous n'avez pas de chance. C'est vraiment dans votre alimentation, Voilà. dans votre quotidien, il y a un truc à changer. Voilà, un petit conseil peut-être pour ceux qui ont mis beaucoup de choses en place, qui ont toujours des ballonnements, des douleurs, etc., articulaires. Et c'est peut-être, si vous suspectez que ça soit le gluten ou le lactose, de l'enlever. Mais vous commencez par une famille, d'abord vous enlevez peut-être tout ce qui est lactose-lait, donc les fromages, les produits laitiers, sur 1, 2, 3 semaines, et vous regardez si vous avez des changements ou pas. Et ce que vous pouvez faire juste après, c'est les rajouter en petite quantité pour voir si les douleurs reviennent. Si ça revient, c'est peut-être ça vient de là. Si ça revient pas, c'est que c'est pas ça. Et vous passez à notre famille, le gluten. Bon, après, le gluten, ce qui est compliqué, c'est de devoir enlever tout ce qui est céréales. C'est les pâtes, c'est tout ce que tout le monde mange en fait. Ouais. C'est compliqué. En fait, les deux choses qui posent le plus de problèmes, produits laitiers et gluten, c'est présent absolument partout. Donc, même les gâteaux, hein, tous les gâteaux que vous allez trouver dans votre supermarché, il y a du produit laitier dedans et il y a du gluten au même temps. Donc, c'est compliqué à supprimer, surtout quand on a un mode de vie normal, entre guillemets, qui suit un peu la société de consommation, tout ça. C'est ça. Mais le fait de supprimer certaines catégories d'aliments, ça j'en ai parlé dans une vidéo que j'ai fait sur la génomie. Si vous n'avez pas les moyens de faire un test génomique, justement, supprimer pendant 1 mois, 2 mois, même 3 mois, les pires catégories d'aliments, on va dire, c'est la solution pour trouver un peu votre problème. Ouais. Quoi. Et on peut même tester des répartitions de macronutriments. Par exemple, 60% de produits animaux, 60% de lipides,
30% de C'est protéines, le reste en glucides. Et là, on voit, là, c'est vraiment plus une diète primale, C'est animale. ça. Vous voyez les effets que ça a sur vous. Mm. Si les effets sont pas ouf, peut-être que vous êtes un peu plus adapté avec des végétaux. En fait, faut tester. Soit on fait un test, on a notre solution directe, soit on teste de notre côté et on voit qu'est-ce qui est bien pour nous, qu'est-ce qui est pas bien pour nous. Après, l'inconvénient, c'est surtout avec l'environnement, quand tu es en famille, Ouais. quand tu dois aller manger chez la famille, quand tu dois aller au restaurant. Par exemple, t'es en prise de masse ou en perte de poids, faut que je calcule, je peux pas. T'as enlevé le gluten, tu vas au restaurant, qu'est-ce qu'il y a au restaurant? Du pain, des pâtes, des céréales. C'est compliqué. Et ça, c'est quand même dur à mettre en place. Parce que le sport, la nutrition, c'est pour améliorer sa santé, mais à côté, il faut réussir à garder une vie sociale. Pour le restaurant, le plat que je vous conseille, plat de daron, steak pomme de terre. Steak pommes de terre. Ah. Il n'y a rien de plus naturel, produit brut. Pas des frites. Les frites, c'est frit, tout ça, c'est infâme pour la santé. Ouais. Mais pommes de terre, c'est bien. Ou même en entrée, un tartare. En vrai, Ouais. au restaurant, il y a pas mal de choix. Mais c'est vrai, quand vous voyez, je sais pas, un bon plat de pâtes ou même des pizzas sur la carte, ça vous donne peut-être envie. Ça donne envie, hein, Mais quand même. faut savoir faire des choix et savoir ce que vous voulez aussi. Après, je dis pas faut tout le temps se priver. Vous pouvez de temps en temps Ouais. être hors diète Mm. et vous faire vraiment plaisir. Mais il faut pas que ce soit une Ouais. habitude. Il faut pas se dire oh j'ai un cheat meal par semaine, c'est bon. Non. Parce que toi, t'étais en Sicile il y a pas longtemps, t'as dû en manger des pâtes, non? Hein, Pâte pâte au parmesan. J'en ai T'as dû en mangé. envoyer? Figure-toi qu'avec mon pote, on a été pas mal dans des restos, vu que la Sicile, les restos, c'est vraiment pas cher. Ouais. On a un plat de pâtes absolument magnifique. Pâte à la pistachio, c'est Ouais. mon plat préféré. Incroyable. Et du coup, parmesan, Ouais. donc produit laitier, moi je tolère pas du tout ça. Gluten, amidon, je tolère pas du tout ça aussi, avec mon génome, hein, bien sûr, je parle. Mm. Et le lendemain, T'étais mal. je vois direct, hop, acné, j'ai Ok. des boutons. C'est. Mais après en soi, pour ce qui est fromage, produits laitiers, où il y a du lactose, les fromages à pâte dure, le comté, le parmesan, le gruyère, il y a très peu de lactose. Vu que c'est un fromage maturé, plus le fromage est maturé, moins il contiendra de lactose. Donc ça, c'est un petit tips, conseil pour ceux qui tolèrent mal le fromage. Partez sur des fromages là. Après, les autres fromages, c'est plus concentré en lactose. Le meilleur fromage au niveau lactose et au niveau même profil des caséines, c'est le pecorino. Pecorino di Romano. Ah, il Et, est incroyable celui-là. C'est Le petit goût piquant. plus il sera affiné genre 7-8 mois, parfait. Arrête, je vais aller à la fromagerie après. Hein. Je vais aller chercher un fromage. Hein. Vraiment, si vous supportez pas les produits laitiers, ça c'est le seul produit laitier, j'ai envie de dire, qui est tolérable et qui est vraiment bien. Ok, tu m'as parlé de casine avant de passer sur l'autre question. Aussi intéressant, s'il y en a qui vont à la ferme pour acheter leur lait. Je ne savais pas, mais en fait, ça dépend du profil de la race de la vache. Ouais. Et tu peux avoir différents types de caséine parce qu'il y a le gluten, il y a le lactose et il y a aussi certains profils qui gèrent mal la caséine. Donc, tu as la caséine A1 sur les vaches modernes et tu as la caséine A2 sur des vaches de race ancienne. Et ça, c'est important à savoir. Donc, demander d'où provient ton lait, quel type de vache, etc. Et moi, je bois du lait brut, non pasteurisé, plus riche en enzymes, vitamines, etc. Mais ça, c'est toujours selon ce que tu tolères. Mais si vous n'avez jamais consommé, y aller par petits verres pour voir si votre organisme le tolère. Ok. On va passer sur la dernière question. Comment t'optimises, toi, ta nutrition autour de l'entraînement? Autour de l'entraînement, moi ce que je vous conseille, c'est glucides avant et après. Ok. Rapide à assimiler, des glucides rapides. Genre, un exemple très simple, 30 minutes avant l'entraînement ou 25 minutes avant l'entraînement, une banane, du miel, des dattes, Ok. avec un peu de sel, pourquoi pas pour l'hydratation, Ok. parce qu'on va perdre pas mal de minéraux, pas mal de sodium pendant l'entraînement si on transpire. Donc vraiment, avant l'entraînement, c'est full sucre et full minéraux électrolytes, entre guillemets. Donc pour vraiment, exemple type d'un pré-workout parfait en nutrition, 30 minutes avant, jus de citron, pincée de sel, eau, voire même eau de coco, Ok. une banane et du miel. Alors Ok. là, vous êtes vraiment aux anges. T'en penses quoi des pré-workouts préparés, achetés en magasin? Eh ben, en soi, j'en ai consommé pendant longtemps. Ça m'arrive même actuellement d'en consommer de temps en temps.
Je trouve que plus il y a d'ingrédients, moins ça va être bien parce que il y a beaucoup de choses pour votre corps, ça fait beaucoup de choses à assimiler. Mais la citrulline, c'est incroyable. C'est un acide aminé, la citrulline, non? Ouais. Et Ok. ça permet d'avoir un meilleur influx sanguin. Ok. Et ça, c'est vraiment incroyable. En plus de ce que je vous ai dit sur la nutrition, vous Ouais. prenez un peu de citrulline avec votre eau et ça serait vraiment parfait. Il n'y a pas besoin de plus en réalité, hein. Ok, pour ceux qui savent pas, mais le pré-workout, il va servir à te préparer avant ton entraînement et avoir un meilleur pump, une meilleure congestion. Je peux soit en trouver en ligne sur des sites comme MyProtein ou autre, ou soit en faire naturellement maison. Si tu bois du café, bah, honnêtement, un café avant ton entraînement, 20 minutes avant, plus avec 1 ou 2 cuillères à miel, ça fait l'affaire. Si tu bois pas de café, de toute façon, dans les pré-workouts, tu as des glucides. C'est la principale source d'énergie que ton corps va utiliser pour l'entraînement. Donc, tu vas chercher des sucres, une banane, du miel. Et c'est ce que je fais. Ça donne du peps, quoi. Après, si vous pouvez vous permettre de prendre un pré-workout en magasin, allez-y, il n'y a pas de problème. Ouais. Après, ça reste quand même un aliment transformé, créé en laboratoire, quoi. C'est pour ça que je suis pas forcément ultra fan. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est plus un fait maison, comme tu as dit. Par exemple, actuellement, c'est pas la saison des pastèques. Les pastèques, c'est extrêmement riche en citrulline. Donc, pour avoir un pump naturellement, ça, je savais pas faut qu'il y avait consommer de la pastèque. Je savais pas. Ok. Mais donc, quand c'est pas la saison, pourquoi pas en prendre en complément et... Chaque été, l'été dernier, je faisais que ça, pastèque, citron vert, C'est incroyable. du sel. Ouais, Sel ouais. Attention, le sel de mer, ça à bannir. Prenez du sel non raffiné, du sel de Guérande, Ouais, meilleur. c'est top. C'est Du meilleur. gros sel, c'est aussi super. Et comme il a dit, dans le matin, vous pouvez prendre ça dans un verre d'eau ou avant l'entraînement, vu qu'on parle de ça, pastèque ou dans autre chose. Le sel, c'est pas à conseiller à tout le monde. Par exemple, actuellement, si vous avez une alimentation C'est ultra ça. transformée, avec beaucoup d'aliments transformés, tout préparé, je vais clairement pas vous conseiller de prendre du sel dans votre eau, sur votre pastèque ou je ne sais où, parce que vous en avez déjà trop. Mais si vous avez une alimentation brute, ancestrale, tout ça, là oui, c'est intéressant d'en rajouter. Et c'est quoi le risque d'une personne qui ait trop de sodium dans son organisme? Être bouffi, inflammation, Des puis tensions d'eau. c'est. Ok. De toute façon, un excès de n'importe quoi en soi, ça devient mauvais. Ok. À la Ok. longue. Ouais. Bah, vu qu'on parle de ça, il y a l'équilibre hydrique. Donc l'équilibre hydrique, c'est potassium, sodium. Faut le voir. En gros, dans ton corps, c'est comme dit, tu as des compartiments. Si tu as trop de sodium, l'eau va agir en osmose et va être attirée à l'extérieur. C'est bien ça. D'où l'importance d'avoir un équilibre potassium-sodium. Le potassium, vous le retrouvez dans les bananes. Il y a quoi d'autre dans les Patates bananes? douces aussi. Patates douces, pommes de terre. Bon, après, il y a les amandes, mais en trop grosse quantité, il y a beaucoup d'oxalate, donc c'est pas fou. Et en plus, ces amandes, ça coûte super cher. Non, bah en soi, Et- potassium, banane, hein, c'est Ouais. suffisant. Banane, plantain, c'est sympa. Et après, comme il a dit, le sodium, faire attention, parce que dans les plats transformés, il y en a beaucoup. Mais si vous consommez pas de plats transformés ou autre, allez-y, hein, une cuillère. Moi, je sais qu'à chaque plat, presque, donc le matin, moi, je fais des œufs. Le matin, Ah bah oui, pincée de sel. Ça rajoute oui, du goût, direct. c'est super bon. bah oui, incroyable. Ok, Au nickel. niveau entraînement, toujours, toi, est-ce que tu consommes quelque chose pendant ton entraînement? Ça dépend, en fait. Bah, moi, j'allais y venir, ça dépend en fait de l'activité que je pratique. En ce moment, je me prépare pour un marathon. Et pendant mes courses, bah, déjà, j'ai de l'eau. Et plus, si j'ai des longues courses qui dépassent un certain stade de kilomètres, 20, 30, bah, je vais pouvoir prendre un gel. Un gel, c'est des glucides. Des glucides rapides pour rebooster mon énergie. Parce que au bout de 20, 30 kilomètres, le stock de glycogène, le stock de sucre dans le corps, il va descendre et la fatigue s'installe. Et donc, c'est intéressant de se tester sur des courses, de prendre des gels afin de regagner de l'énergie. En fait, c'est comme un jeu vidéo, tu regagnes des points de PV. C'est tout Ouais, bête. j'ai juré, c'est ça. Et après, ça dépend en fait. Le pré-workout, après, ça dépend aussi de l'activité. Enfin, la nutrition sur l'entraînement, ça dépend de l'activité. Si vous faites de la muscu, en soi, je pense que la muscu, t'es pas trop. Enfin, ça dépend comment tu t'entraînes, mais c'est pas très énergivore en termes de glucides. Contrairement à la course. natation ou à la course. Enfin, ça allait quand même. Après, ça dépend en fait les entraînements que tu fais. Mais moi, quand je regarde la plupart des personnes s'entraîner en salle, ils font 10 reps,
il s'assoit, il bouge pas. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas d'intensification, tu vois, Mais c'est un sport de sédentaire, hein, la muscu. sport de sédentaire. Alors que moi, ce que je conseille, je fais une série, marche, lève-toi, marche. Je dis, ah bah, tu fais des steps. Les steps, on verra dans d'autres podcasts, super intéressant. Et voilà, tu as plus de mouvement, ça sera meilleur pour toi. Ouais, puis même le mouvement, bon, on va pas s'attarder là-dessus, mais mouvement niveau santé, juste bouger sa lymphe, C'est ça. c'est exceptionnel. C'est ça. On en parlera à un autre moment. C'est Après, ça. ça dépend de l'objectif. Pour un objectif de perte de poids, ultra pertinent de marcher, même pour un objectif de prise de muscle en soi, parce que bah, ça fait circuler le sang, tout ça, on a une meilleure récup. Mais bah, plus on va marcher, plus on va devoir manger après aussi, si on veut prendre du poids. Ok, Donc, à voir. ok. Mais par contre, On n'a pas parlé de... Tu manges comment, toi, avant tes séances? Imaginons, bah, demain, tu as une séance de sport. Comment tu vas t'organiser qu'est-ce que tu vas manger avant ta séance? la veille carrément ou sur la journée? Bah non, la même journée, maintenant tu vas au sport à 14h, comment tu vas manger combien de temps avant, etc. Un vrai repas, j'essaye au moins 2 heures avant une séance de sport. 2 heures minimum Ok, pour être sûr d'avoir bien digéré. Bah, surtout, je mange des aliments. Déjà, moi, je suis un gros mangeur, donc j'aime bien manger beaucoup, donc ça prend un peu plus de temps à digérer. Puis, un produit animaux, style une entrecôte, des œufs, ah oui, ok. des trucs comme ça. T'aimes bien manger gras avant un entraînement? Non, avant un entraînement, oui, bah, de toute façon, je mange gras tout le temps. Moi, selon mon profil génomique, ça m'oriente vers les produits animaux, tu vois. Moi, une entrecôte, je bouge plus, hein. Je suis blindé. Non, mais j'abuse un peu, tu vois. Peut-être un steak féroce, tu vois, par exemple, enrichi en foie et en cœur. Mais j'ai tout le temps des produits animaux dans mon repas, ça c'est clair Ok. et net. Mais ça, c'est adapté à mon génome. Mais moi, Ok. ce que je conseille, 2 heures avant un entraînement, c'est des glucides. Des glucides lents, ça va dépendre lesquels, mais je dirais Oui. plus des trucs naturels quand même. Du riz, Ouais, patates. riz, pommes de terre, La protéine, euh, tu mets... banane plantain, manioc, Ouais. ce genre de choses. Et après, quand même, un peu de protéines à côté, c'est important. Comme ça, on a Des pas œufs. mal d'acides aminés en réserve. Ils sont là, ils sont dispo pour reconstruire le muscle. Entre guillemets, hein, ça se passe pas comme ça, mais Ok. voilà. Des œufs, de la viande, Ouais. ok. Ouais, du poisson, peu importe. En soi, tant que vous avez une portion de glucides complexes suffisamment élevée, bon, selon vos calories à disposition, et que vous avez 2 heures de digestion après entre le repas et la séance, bah, c'est ok. Après, vous prenez votre petit pré-workout 25 minutes avant avec un fruit, du miel, Ok. une connerie comme ça, et c'est parfait. Dans le repas, toujours un peu de lipides, d'huile d'olive. L'huile d'olivière, Ouais, super ouais. important. Je pense que c'est un des meilleurs aliments. C'est un super antioxydant. Et c'est un très bon gras. Donc, Mais à pas cuire. L'huile à d'olive, pas cuire. ouais, faut mieux. On l'utilise beaucoup en cuisson, malheureusement, mais elle s'oxyde. Bah, personnellement, pour mes œufs, je mets de l'huile d'olive, mais je mets un feu doux et je laisse pas très longtemps. Mais j'ai de l'huile de coco. Et en ce Ouais. moment, je mets de l'huile de coco sur ma poêle. Et en fait, pour expliquer, les huiles, c'est au niveau c'est au niveau de l'oxydation. En fait, une huile, à une certaine température, va s'oxyder. Et quand tu la consommes, bah, ça va être nocif pour ta santé. Et il y a certains aliments comme l'huile de coco, l'huile d'olive, encore ça va, qui a un point d'oxydation assez élevé. Problème avec tout ce qui est, vu qu'on y est, l'huile de tournesol, l'huile de colza, c'est pas des huiles mauvaises, c'est comment elles ont été récoltées. Et c'est que la plupart des individus la cuisent. Et c'est une huile qui se porte très mal la cuisson. Et ça s'oxyde dans votre organisme et ça fait de l'inflammation partout. Soucis hormonaux. Et tout le monde l'achète parce que c'est pas cher. Encore une fois, c'est une question de... Je dirais... Après, c'est vrai que tout devient cher et que Ouais, c'est connaissance compliqué. aussi. Les gens savent pas Connaissance. que c'est hardcore. Vraiment. Mais avant, les je- huiles raffinées, c'est avant, c'est pire. avant, chez moi, j'avais que de l'huile raffinée. Euh, Maintenant, je sais qu'on en achète plus du tout. Ah bah oui. Que de l'huile d'olive vierge. Mais il n'y a pas si longtemps encore, je cuisais pas mal de mes aliments avec l'huile d'olive. Mais maintenant, les aliments, je les cuis soit au suif de bœuf. Suif de bœuf, ok. Ça, c'est sur Feroz Food, mais il est tout le temps en rupture de stock, c'est infâme. Du Donc, ghee c'est aussi. c'est Du ghee de aussi. la graisse de bœuf. Le ghee, incroyable, c'est du beurre clarifié. Ok. Donc, il brûle pas à la cuisson. Bon, ça perso, j'utilise pas trop, mais ma famille l'utilise parce que moi, bah, les produits laitiers, c'est mort. Et huile de coco. Comme Ok. t'as dit, c'est la seule huile végétale qui Ouais. s'oxyde pas à la cuisson. Ok. Pour la cuisson, c'est vraiment la meilleure. Ok. Et si vous voulez faire le tri, on va dire, juste supprimer toutes les huiles végétales
et vous prenez juste huile d'olive, huile de coco. Hmm. Prenez pas la tête. Parce que l'huile de colza et de tournesol, si tu en achètes de bonne qualité en bouteille qui a bien été extraite, tu peux la consommer à froid. Mais en fait, ce qu'il faut faire attention, c'est des huiles qui sont riches en oméga 6. Et encore une fois, quand tu as une alimentation transformée, ce que tu manges, tu as plus d'oméga 6 qu'oméga 3 et le rapport est déséquilibré. Donc, c'est pas des huiles néfastes, mais dues à l'environnement au quotidien, ça va pas être bon pour toi. Je suis d'accord. Mais et en plus, elle s'oxyde extrêmement vite. Hein. Juste de la lumière, par exemple, Ouais. si la bouteille elle est pas opaque, Mm. ça s'oxyde. Donc pour moi, je prendrais pas le risque. Il y a plus de Ok. danger Ouais. que de bénéfices. Voilà, dernière question. Après, je pense qu'on est bon. Parle-nous un peu de la fameuse fenêtre anabolique après ta séance. Tu veux ça Les 30 minutes, les fameuses il faut manger après tes 30 minutes, sinon... Bah, vas-y, let's go. Je suis chaud juste de revenir sur l'intra-training Ouais. rapidement. Je pense que, en fait, les études en ce moment, les études déjà, faut savoir par qui elles sont faites. Il y a vraiment un lobby énorme des compléments alimentaires derrière. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui conseillent de prendre la maltodextrine ou des sucres intra-training, vraiment qu'on met dans la boisson et qui permet d'être tout le temps, oui, j'avais vu ça. d'avoir tout le J'avais temps vu une source ça. d'énergie. Ça, je trouve que c'est peut-être sur le papier, sur le truc scientifique et tout, ça vous dit que c'est bien, mais dans la mentalité, c'est pas cohérent. Parce que, admettons, revenons à l'époque de la chasse ou des guerres. On partait à la guerre, on n'allait pas manger une banane, une pomme ou une cuillère de miel en plein milieu du combat. Donc, l'entraînement, c'est cortisol, c'est du stress, c'est quelque chose que votre corps doit s'adapter. Vraiment, vous mettez une intensité, le corps va s'adapter. Et c'est pour Et rappeler, c'est- le cortisol, je te coupe, mais le cortisol, c'est vital. Si t'as pas de cortisol le matin, littéralement, Tu t'es te lèves- mort. Ouais, tu te lèves pas. Donc, faut pas voir le cortisol comme un ennemi, il faut juste savoir bien le réguler par rapport à ton environnement, ton stress, etc. Mais t'en as besoin pour le sport, euh, pour des moments où tu tu dois y aller, quoi. Voilà. Ok. En gros, entraînement, pour revenir sur la fenêtre anabolique, entraînement c'est catabolique, c'est la guerre, vous détruisez tout et vous stressez votre organisme. Mais après l'entraînement, ce qui est important, c'est de vite faire un retour au calme, de dire à votre corps, ok, c'est fini, il n'y a plus de stress. Et là, après, on va pouvoir manger renouveau des sucres pour C'est ça. re-remplir ses réserves de glycogène. C'est ça. Donc, on Mhm. disait pré-workout, des sucres, des électrolytes. Intra-training, pour ma part, je mets rien. À part pour une grande sortie, comme tu as dit, là, il y a trop de cortisol encore. On court pendant 30 km, c'est grave Ouais. stressant pour l'organisme. C'est ça. Du coup, c'est intéressant de remettre un peu de sucre pour faire baisser le cortisol, parce qu'en fait, quand vous prenez du sucre, l'insuline monte, et l'insuline, c'est une hormone anabolique, donc tout Mhm. l'inverse du stress. Ok. Et après, post-workout, renouveau, pour ma part, un peu de sucre pour refaire monter Ok. les stocks de glycogène. Mais toi, du coup, tu prends quoi après l'entraînement? Et pour répondre un peu à ta question de fenêtre anabolique, tout ça, Ok. qu'est-ce que t'en penses? Ouais, du coup, par rapport à la fenêtre anabolique, en soi, oui et non, mais il faut savoir qu'après l'entraînement, la sensibilité à l'insuline et la synthèse protéique va être plus élevée. Donc, c'est intéressant de manger suivant l'entraînement, mais pas la peine de se presser, de dire bon, j'ai que 30 minutes. En soi, si tu manges dans l'heure ou l'heure d'après, ça va être très très bien. Donc, ça, c'était pour répondre à cette question-là. Et après, moi, après l'entraînement, repas équilibré, hein, des glucides, du riz, des patates. Je vais mettre un steak, des œufs, une cuillère d'huile d'olive, un avocat. Et après, si j'ai encore faim, je vais prendre peut-être un peu de pain avec du miel. Et je me fais plaisir. Je me fais plaisir par Ok. rapport à ce que je recherche. Ouais, Ok. vraiment un repas complet, Un quoi. repas complet. Pour revenir sur les 30 minutes après l'entraînement, euh, il y a deux options pour moi. Soit vous mangez après votre tour au calme, peut-être des petits étirements, une petite marche pour vraiment faire redescendre le stress. Vous mangez du sucre, donc ça c'est parfait. Hop, anabolisme, insuline qui monte, donc beaucoup moins de stress, donc ça c'est cool. Mais sinon, ne mangez pas de gros repas après l'entraînement. Parce que l'entraînement, c'est acidifiant pour votre organisme. Le pH, il devient acide. La digestion, donc prendre un gros repas, c'est aussi acidifiant. Le fait de digérer un repas, c'est acidifiant. Donc acide plus acide, ça va pas vous servir vraiment, ça va vous desservir. Donc c'est clairement pas optimal. Et pensez quand vous entraînez, si vous entraînez intensément, normalement, après votre entraînement, vous n'avez pas faim.
Moi, Ok. je sais quand je m'entraîne, vraiment ma séance de muscu, vraiment dure, je finis la séance, j'ai clairement pas envie de manger, j'ai juste envie de me coucher par terre et je suis à moitié en train de mourir, quoi. Ok, donc là, pour une prise de masse, tu conseilles quoi? D'avoir plusieurs mini-repas? Pas avoir de gros repas? Non, 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 non. Un repas, par exemple, à midi. Ok, Avant l'entraînement, le pré-workout. Ok. Après l'entraînement, le post-workout. Mais c'est rapide, ça. C'est vraiment des fruits, du sucre, du miel, peu importe. Mhm. Juste pour. Même un jus de fruits. ok, Juste pour reprendre un peu de sucre. Et après, le soir, un gros repas encore. Mais pas Ok. direct après, tu vois. Vraiment 30-45 minutes après l'entraînement. ok. Bah, écoute, c'est intéressant. Là, on a fait le tour sur ce podcast. On va faire un net résumé des idées qu'on a partagées. Donc, pour une prise de masse efficace, le premier point, c'est un léger surplus calorique 200-300. Essayez de partir d'une prise de masse le plus sec possible. Donc, si vous êtes dans un état où, face au miroir, votre physique ne vous plaît pas, au lieu de faire une prise de masse, partez peut-être sur une sèche. Ça, c'est les deux premiers points. Qu'est-ce que tu rajouterais, toi? Oui, atteignez votre étape zéro, j'appelle ça. En gros, le physique où vous vous sentez le mieux en comparaison avec votre matière grasse. Donc, par exemple, ça sert à rien. Vous voulez prendre du muscle, ça c'est clair et net. Mais si vous êtes skinny fat, d'abord enlevez le gras que vous avez en trop, Hmm. puis après, sur cette base clean, on construit du muscle. Ok. Ça serait mon meilleur conseil. Voilà. Donc voilà, surplus calorique, des aliments denses nutritionnellement, des protéines de qualité, animales, vous pouvez même mixer animal-végétal, il n'y a pas de problème. Et optimiser sa nutrition sur l'entraînement, ça c'est du plus. Une fois que vous avez les premières étapes, vous pouvez faire ça. Mm. Ok. Écoute, on est bon pour ce podcast. Ouais. C'était super intéressant. Je te remercie. C'est quoi tes réseaux sociaux pour qu'on te suive? On va déjà tout mettre dans la description, je pense. Ok. Je mettrai pourquoi pas aussi des vidéos YouTube sur la génomie, vu qu'on a parlé de ça. Ok. On va tout mettre dans la description. Mes réseaux sociaux, c'est architecte de l'optimisation sur Insta, sur YouTube. Ok. N'hésitez pas à vous abonner, hein, bien évidemment, à moi et à CoCoach. Ouais. Dis-nous, c'est quoi tes Donc, réseaux exacts moi c'est CoCoach57 sur Instagram. Voilà, j'ai que Instagram pour l'instant. Puis voilà. En Voilà. tout cas, Abonnez-vous au podcast aussi pour être sûr de rien louper. Je pense qu'on a été assez clair et concis sur celui-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est vraiment important, Voilà. on répondra à tout. de toute façon, on va en envoyer des autres podcasts. Ouais, ici, on va faire pas mal de sujets santé, entraînement. Santé, si vous êtes à entraînement. fond là-dedans, c'est ici qu'il faut être. Hygiène, voilà. Ok, super. Bah écoute, je te remercie pour ce podcast. Merci, CoCoach. À la prochaine. À la prochaine.